3 fois 6 ans. Oui. Combien de médecins ont été sanctionnés pour abus d'honoraires à votre estime, comme ça, à vue de nez Là, pas beaucoup, hein. Quelques unités. Par contre, il est piquant de constater que certains praticiens ont été crossés par l'ordre des médecins pour avoir systématiquement demandé des honoraires inférieurs à ceux de l'INAMI pour des raisons sociales. Ils ont été dénoncés par des confrères pour concurrence déloyale. Et les mutuelles, de quels moyens disposent-elles pour faire respecter la Convention, éviter que leurs affiliés ne soient arnaqués par des praticiens qui leur demandent des honoraires abusifs? Depuis 1990, et ça c'est nouveau par rapport à votre reportage de 1976, les mutualités ont la possibilité d'agir en justice au nom de leurs affiliés, avec leur accord bien entendu, pour obtenir le respect notamment de la Convention. Tout est là pour que les patients puissent se défendre, l'information, le service d'aide, l'appuyer le cas échéant en justice, les frais d'avocat, enfin bref, on prend tout. C'est quand même aux patients de, une fois qu'on leur donne l'information, de décider si oui ou non ils vont réclamer le surplus à leur médecin. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors pourquoi le service public de l'INAMI, qui dispose de médecins contrôleurs au pouvoir considérable, quasi comme ceux de la police, ne contrôle-t-il pas plus les brebis galeuses du corps médical? Dans le contexte actuel, si je demande à un médecin inspecteur d'aller s'installer dans la salle d'attente d'un médecin généraliste, je peux vous garantir qu'il n'y a plus d'accords médicaux mutualistes. La levée de boucliers des associations professionnelles va être pris comme une provocation. La menace de grève parce qu'on veut simplement voir si on respecte les conventions. Tout à fait. Ça pourrait aller jusque-là, ça je suis persuadé. À noter que tous ces suppléments d'honoraires illégaux sont pompés directement dans la poche du patient et n'apparaissent pas dans le budget d'INAMI. Et pourtant, ils gonflent considérablement la part payée par le patient, le ticket modérateur, comme l'on dit. Hélas, nous devons aussi vous parler d'une maladie encore plus grave qui frappe certains médecins spécialistes, les dessous de table, ces enveloppes d'argent liquide que certains toubibs réclament à leurs patients avant de les soigner ou de les opérer. Cette pratique scandaleuse, qui se double d'un véritable chantage à la santé, est évidemment impossible à quantifier. Elle gruge non seulement le malade, mais aussi les institutions hospitalières et le fisc. C'est pourquoi nous posons cette question. L'argent noir des blouses blanches, une maladie contagieuse? Au premier, oui. C'est indiscret de vous demander, c'est quoi votre métier? Moi, je suis infirmière. Ah, en hôpital? En hôpital, oui. Dites, on parle parfois de pots de vin ou d'argent dessous de table chez certains médecins. Oui. J'ai déjà entendu parler de ça. Et vous êtes sûr, c'est pas des bobards? Non, je suis sûre, parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui a dû mettre en dessous de table pour que le professeur anesthésiste l'opère et pas que ce soit son assistant. Donc ça m'a terriblement interpellée en tant qu'infirmière. Oui. Et vous croyez que c'est relativement courant? Je pense que c'est relativement courant. Et donc c'est pas un fantasme, c'est quelque chose que vous entendez avec vos collègues? Oui. Et on en parle et... L'enveloppe, le pot de vin, oui. dessous de table, en liquide. En liquide, oui, tout à fait. Les confidences de cette infirmière hospitalière jettent une lumière crue sur des pratiques qui ne semblent pas rares en milieu hospitalier. Certains médecins, chirurgiens, anesthésistes, gynécologues et autres spécialistes demandent des dessous de table à leurs patients, des enveloppes d'argent liquide réclamées aux malades à l'insu de l'institution où ils sont soignés. Sous le regard d'Hippocrate, père de l'éthique médicale, Question à la Une est partie à la recherche de témoignages sur ces arnaques. Trouver des victimes est facile, mais très rares sont celles qui osent témoigner devant une caméra. Bonjour. Premier témoin, première étape. Et avec ceci, monsieur, Feluy. 200 grammes de salade de thon.
400 €, ça vous fait penser à quoi ça, monsieur, à propos de la naissance du petit Benjamin? Ben, ce qui nous fait penser, c'est que le gynécologue nous a demandé 400 € de la main à la main, comme ça. C'est vrai qu'on a été un petit peu surpris. Racontez-moi un peu ça. Ben, en fait, on avait demandé une chambre particulière. Oui. Et quand on est arrivé la veille à l'hôpital, il n'y en avait pas disponible. Donc on s'est installé dans une chambre commune. Elle était agréable, hein, c'est vrai. Hein. Oui. Donc ma femme a accouché. Et dans l'après-midi, le gynécologue est arrivé dans la chambre de ma femme, moi je n'étais pas là, et il a été surpris parce que c'était une chambre commune. Alors il nous a dit, il a dit à ma femme, ben oui, ça ne va pas, c'était une chambre particulière, ça ne va pas, faudra demander un supplément de 400 €, je vais être pénalisé. Mais ma femme ne comprenait pas, elle disait... Il va être pénalisé parce qu'elle prenait une chambre, et elle devait donc compenser. Tout à fait. Oui, j'ai dit, alors je vais reprendre ma chambre particulière. Voilà. Oui. Et là, il m'a dit en fait que ce n'était plus possible. Donc ma femme m'a téléphoné pour me dire qu'il réclamait 400 €. Donc le lendemain, j'ai pris ces 400 € en liquide. Et donc on a dû attendre toute l'après-midi. Pour finir, il est arrivé à 23 h. Moi je dis c'est déjà pas une... avait accouché, il arrive à 23 h pour avoir son argent. À 11 h du soir. Et j'ai vu quand il est rentré dans la chambre qu'il était surpris de me voir. Donc rebelote, on a rediscuté. Bon, pour finir, j'ai cédé. Il nous a sorti une loi de 1900 et quelque chose. Donc j'ai donné l'argent, les 400 €. Mais j'ai quand même eu la présence d'esprit de lui demander un reçu. Monsieur Winkel a eu le bon réflexe. Il a exigé du gynéco une preuve. Et ensuite, il s'est adressé à sa mutuelle. Elle a envoyé 4 lettres en menaçant de le dire à l'INAMI et au service des finances. Là il a paniqué, là il s'est rendu compte. Et donc vous êtes aperçu que c'est pas la première fois qu'il faisait ce coup-là, ce médecin? Non, d'après l'avocate, elle m'a dit que c'était pas son premier coup d'essai. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être 2-3 jours après. 2-3 jours oui, après, là, on avait l'argent sur le compte. Mais le plus beau de l'histoire, là, je vous cache pas que j'étais un petit peu insidéré, vraiment, les jambes coupées même. Je sors mon extrait de compte. Et donc je vois 400 €, je suis tout content. Enfin, ça a duré 8 mois avant qu'on soit remboursé. Hein. Oui. Je suis content, 400 €. Puis qu'est-ce que je vois là, sur la communication? Il me met la malhonnêteté est payante, 3 petits points, bravo pour des jeunes commerçants. Je dis ça, mais enfin, ça fait que c'est nous qui sommes encore malhonnêtes dans l'histoire, je dis. Notre deuxième témoin est un ancien restaurateur de Molenbeek qui a été particulièrement bien assaisonné. Bonjour, monsieur Manet. Entrez, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai été agressé à la sortie dans la nuit, à la sortie de mon restaurant vers 1h30, 2h du matin. J'ai été le lendemain matin avec un œil comme ça, une mâchoire était tout à fait impossible. J'ai téléphoné à mon médecin traitant qui m'a conseillé évidemment de me rendre immédiatement au service hospitalier le plus proche, au service des urgences. Vous aviez littéralement, pardonnez-moi l'expression, la gueule cassée, quoi. J'arrivais même plus à m'exprimer. Directement, on m'a fait des piqûres de calmant parce que je souffrais la mort. Et le médecin qui était là, que je suppose un généraliste urgentiste, a directement fait appel à un stomatologue qui est arrivé un quart d'heure, 20 minutes plus tard, et qui m'a dit, bon, il y a deux solutions. Ou bien on opère en urgence, ce qui sera probablement nécessaire, ou on essaye de vous mettre tout un système pour bloquer la mâchoire pendant 2 mois, 3 mois, le temps que ça guérisse. Je n'avais pas beaucoup de choix, je devais absolument passer à l'opération tout de suite. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Et à ce moment-là, il m'a dit les modalités pour faire l'opération le lendemain matin étaient un versement de 500 € à lui donner à lui immédiatement. En liquide? En liquide, mais bien sûr. Oui. Et alors, vous avez fait quoi? Mais j'ai demandé à mon ami de vite rentrer chez moi, puisque là, j'avais la recette de la... Donc, il exigeait ça avant d'intervenir? Absolument, oui, avant de faire quoi que ce soit. En liquide? En liquide. Et il vous a fait reçu? Absolument pas, non, mais je vous dis que j'y ai pas du tout pensé. Tout ça dans un état qu'on imagine bien, oui. Alors, on vous a opéré, et puis le lendemain? On m'a opéré le lendemain, dans le début de l'après-midi, 3 h l'après-midi environ, je suis sorti de la salle de réveil et j'étais amené dans la chambre où je suppose j'avais été hospitalisé la veille. Et quelqu'un est arrivé avec un papier qui est une déclaration d'admission que j'ai signée. Votre lunette était cassée, vous ne voyez plus rien, vous étiez encore passé par l'expression dans le gaz. Je savais ce que j'ai appris. Après, j'avais des douleurs énormes aux yeux parce qu'il y avait du produit et qui avait provoqué une kératite, c'est-à-dire une attaque de la cornée à mes 2 yeux. Pour être clair, vous avez signé quelque chose que vous ne savez même pas lire. Non. Et en 2 mots, qu'est-ce que vous avez signé là? Mais j'ai signé une admission dans une chambre seule qui prévoit des suppléments allant jusqu'à 300% dans l'ensemble, plus... Alors que vous étiez entré en urgence la veille? Alors que j'étais entré en urgence la veille.